Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius. Donc une vidéo sur la nouvelle bannière qui est sortie il y a une poignée de jours sur la version japonaise. Une bannière sur laquelle je vais peut-être avoir un peu de mal à vous montrer des images parce que je n'ai pas fait de tirage dessus. Comme on va pouvoir le constater assez rapidement, c'est une bannière que je trouve relativement décevante et qui ne méritait pas que je claque des lapis dedans. Donc, cette nouvelle bannière qui arrivait en même temps qu'un événement pour Final Fantasy Brave Exvius, qui rajoute une série de missions qui permet entre autres de récupérer des cristaux nécessaires à l'upgrade des capacités de certains personnages, donc a ramené 4 nouveaux persos, tous originaux, et propre à l'univers de Final Fantasy Brave Exvius. Donc pour ce qui est de l'event et des upgrades, je ferai une vidéo juste après, mais on va d'abord se concentrer sur la description de ces personnages-là. Donc, les personnages en question. On va commencer par Lunella, donc une native 5 étoiles, qui va bien entendu jusqu'à 6 étoiles, le gros personnage rare de cette bannière à obtenir. Sa récompense de confiance est assez puissante puisque c'est un arc qui a comme stat 51 d'attaque physique et 135 d'attaque magique et qui débloque une capacité. Alors par contre je ne sais pas ce que c'est la capacité en plus qu'il permet d'obtenir. Mais toujours est-il que c'est un arc très puissant pour magiciens. Le truc c'est que très peu de magiciens peuvent porter des arcs. Donc c'est une arme qui se destine avant tout à Lunella justement parce que c'est une magicienne qui, comme son sprite l'indique, peut porter des arcs. Et là c'est déjà l'un des problèmes du personnage, c'est que parmi les capacités qu'elle a, donc je vais décrire au fur et à mesure, son plus puissant passif augmente de 50% son attaque et sa défense magique si elle est équipée d'un arc. Le problème, c'est que en dehors de sa propre récompense de confiance, il n'y a pas d'arc qui augmente l'attaque magique. Ce qui fait que c'est un personnage qui sera un peu compliqué à équiper. Surtout que on ne peut pas mettre ambidextrie avec un arc et une autre arme. On est obligé de mettre un arc uniquement. Donc c'est déjà un gros problème du personnage. Donc comme je disais, c'est une magicienne. Donc qui a assez peu de sorts, de vrais sorts de magie à sa disposition. Elle a Aerora et Aeroga, donc qui correspondent à Vent Plus et à Vent X. Et ensuite, elle a simplement Izuna et le sort Oli. Donc pour faire des attaques élémentaires de lumière. D'ailleurs, c'est un personnage qui est complètement orienté sur ces deux éléments, à la fois le vent et la lumière. Notamment par ses différents passifs et capacités spéciales qu'elle obtient. Donc en plus du passif qui augmente de 50% son attaque magique et sa défense magique que j'ai cité juste avant, c'est également un passif qui augmente de 50% sa résistance à la lumière et au vent, ce qui est logique vu le concept du personnage. À côté de ça, elle a quelques capacités pour infliger des altérations d'état comme le silence, la paralysie ou la pétrification. Elle possède d'autres passifs pour augmenter un peu ses stats, un plus 30% en attaque magique, un plus 30% en MP, un plus 20% en défense magique. Elle est également immunisée à 100%, donc 100% de résistance au silence, à la paralysie et à la pétrification. Donc c'est bien pour un mage tout de même, surtout un mage qui a la possibilité d'utiliser Izuna. Et à côté de ça, donc, c'est la plupart de ses capacités offensives, ou tout du moins actives, donc elle a barrage. Bon, pour un magicien, je vois pas trop l'intérêt, puisqu'on va absolument pas la builder en attaque physique. Elle a un champ, donc un champ qui se retrouvera également chez d'autres personnages de la bannière, donc qui permet durant 3 tours de faire plus ou moins l'équivalent d'un Kuraja, donc un soin max sur l'ensemble de l'équipe, et de leur restaurer 30 points de magie par tour. Donc c'est assez sympathique, mais ça ne sera jamais aussi efficace qu'un véritable soigneur, ou même aussi efficace que certains autres personnages de support capables de redonner des MP, comme Tidus ou Aileen. Donc on peut pas réellement compter dessus, donc
c'est plutôt un personnage qui est censé être un mage offensif. Et en magie offensive, elle possède deux sorts sur cible unique, donc tous les deux faisant 200% de dégâts magiques, l'un touchant avec des dégâts de lumière et l'autre avec des dégâts de vent. Et à côté de ça, elle possède pour son plus puissant sort une AOE qui a un multiplicateur magique de 400%, réparti sur 20 hits, et qui fait à la fois des dégâts de vent et de lumière. Donc c'est certes une attaque très puissante, qui coûte pas non plus si cher que ça, comme la plupart des grosses attaques des personnages. Elle coûte 45 MP, ce qui est quand même moins cher qu'un météore ou qu'un ultima, tout en étant plus puissant. Cependant, déjà, c'est une capacité spéciale, donc on ne peut pas utiliser dual cast, on ne peut absolument pas non plus équiper une arme dans chaque main, et donc avec ambidextrie, les capacités spéciales attaque 2 fois, non. Pour les attaques physiques ça fonctionne, mais pas pour les attaques magiques. Donc voilà, on peut lancer qu'une seule fois ce sort, quoi qu'il arrive. Et l'autre problème, c'est que ça fait des dégâts de vent et de lumière en même temps. Donc c'est pas mal, mais le problème c'est que lorsqu'on se heurtera à des gros boss qui seront résistants à l'un de ces deux éléments au moins, et ben ça atténuera énormément les capacités offensives du personnage, parce que c'est vraiment ce sort-là qui la rend puissante. Alors même si je ne pourrais pas le montrer avec cette vidéo, je vous mettrai dans la description, et puis aussi affiché là quelque part à l'écran pendant que j'en parle, le lien vers une autre vidéo d'un joueur japonais qui fait pas mal de choses sur YouTube, qui s'appelle Lilium, et qui a donc fait une vidéo sur Lunera où il la montre entre autres en combat, avec voilà, ses possibilités de chaîne grâce à sa grosse attaque répartie sur 20 hits. D'ailleurs, sa limit break à ce personnage est également une attaque magique faisant 20 hits, mais cette fois elle est non élémentaire, donc limite c'est quelque chose de plus intéressant que sa plus grosse compétence spéciale, parce que comme ça fait 20 hits, ça va vomir des cristaux de limit break. Non seulement vous allez charger les barres de limite de toute votre équipe, mais ça va en plus recharger la limite du personnage qui vient de la lancer, donc c'est assez particulier. Et pour un 5 étoiles natif, au bout du compte, le personnage est assez faible. Et d'ailleurs, les japonais ne s'y sont pas trompés, et sur les différents wikis, elle n'est pas très bien notée. Passons au personnage suivant, donc qui s'appelle Blanc, et qui est ni plus ni moins que le mari de Lunella. En tout cas, c'est ce que nous raconte l'histoire. Si la molette veut bien se caler, voilà, un moment ou un autre, sur le personnage. Donc, c'est un natif 4 étoiles, qui va jusqu'à 6 étoiles. Sa récompense de confiance est une capacité à équiper dans un des slots Materia, et qui donne plus 20% d'attaque physique et plus 30% de points de magie, tout en augmentant la résistance à la foudre de 30%. Alors ce personnage, autant Lunera était un mix entre vent et lumière, Blanc, lui, est un mix entre foudre et lumière. Donc on va déjà parler de sa limite break, comme ça ce sera fait. Donc c'est une attaque physique sur cible unique qui fait 6 hits, et qui a la particularité de diminuer de 40% la défense physique et magique de la cible touchée par la limite break. Donc c'est assez sympathique, comme ça fait plusieurs hits, ça pourra lâcher pas mal de cristaux, je pense. Mais bon, ça reste pas d'une efficacité monstre. Surtout que c'est une attaque de foudre, j'ai oublié de le préciser. Mais donc forcément, contre les ennemis immunisés à cet élément, c'est plus embêtant. Il possède deux sorts de magie noire, donc Tondara et Tondaga, respectivement Foudre Plus et Foudre X. Donc pour un attaquant physique, ça ne sert absolument à rien, puisqu'on ne va pas le builder en dégâts magiques. Et donc au niveau de ses capacités spéciales, déjà pour les passifs, il récupère bien entendu un passif qui lui augmente de 50% sa résistance à la foudre et à la lumière, comme sa femme qui a de la résistance au vent et à la lumière. Mais ses autres passifs sont assez décevants. Il a un plus 20% de points de vie et plus 30% d'attaque physique. Et c'est tout. Seulement plus 30% d'attaque physique pour un damage dealer physique, c'est très peu, et largement en deçà des meilleurs attaquants.
même d'autres attaquants un peu moins puissants, mais qui sont quand même 6 étoiles. Donc à partir de là, on n'aurait limite pas besoin de continuer, hein. Le perso est d'entrée de jeu considéré comme faible. On va tout de même en parler un tout petit peu plus. Donc il a également une résistance à 100% à l'altération d'état paralysie. C'est toujours ça de prix. Il a la possibilité de contre-attaquer dans 30% des cas, et il a un autre passif qui lui double ses chances de contre-attaque, donc 60%, autant dire qu'il contre-attaquera souvent, mais bon, maintenant la contre-attaque c'est juste des coups normaux, ça c'est pas considéré comme quelque chose de très très puissant à l'heure actuelle sur la version japonaise. Et donc à côté, il a comme sa femme exactement le même chant, donc qui dure pendant 3 tours, qui fait l'effet d'un Kuraja et qui redonne environ 30 MP. Voilà, c'est un petit truc de support en plus. À la limite, pour un damage dealer physique, je trouve que c'est limite plus intéressant que sur un personnage magique qui est censé être un mix entre support et attaquant magique. Mais ça reste quand même assez anecdotique. Et donc, ce perso, il a sinon pas mal de sorts en AOE, donc il a une AOE physique à 180%, il a une AOE à 200% qui fait des dégâts de foudre, il a une autre AOE de lumière à 200% de multiplicateur physique, et enfin sa plus grosse attaque qui coûte 45 MP, fait 7 hits de foudre et de lumière en même temps, avec un multiplicateur physique de 270%, tout en diminuant la résistance à la foudre et à la lumière de 50%. Donc ça c'est sympa et c'est limite plus intéressant en fait que la grosse attaque de sa compagne, parce que lui au moins, s'il y a un ennemi qui a une petite résistance à l'un de ces deux éléments, il peut corriger un poil le tir. Mais encore une fois, un attaquant physique avec que 30% d'attaque physique en passif, c'est... Il va falloir lui mettre des tas de récompenses de confiance sur lui pour espérer atteindre quelque chose d'à peu près correct. Donc c'est vraiment pas un investissement rentable ce personnage-là. Et c'est malheureusement pas fini, puisque après Blanc, on va passer au perso suivant. La molette, s'il te plaît. Elle est un peu énervante. Allez, descends correctement, curseur. Je t'en prie. Tu peux le faire. Voilà, merci. Donc le personnage suivant, Elena, qui ressemble à une petite chasseuse de trésors, fossoyeuse, ce que vous voulez. Elle a des cartes, une pioche, elle est prête à partir à l'aventure. C'est également une native 4 étoiles qui monte jusqu'à 6 étoiles. Sa récompense de confiance est un accessoire qui donne que 3 de défense physique et magique, mais qui débloque une capacité spéciale. Alors là encore, je n'ai pas la traduction, donc je ne pourrais pas vous dire exactement ce que c'est, mais ça a également la particularité d'augmenter de 50% la charge d'une limite break, donc ça permet d'y avoir accès plus rapidement, c'est toujours sympathique, et ça donne également l'effet auto-refresh, donc c'est-à-dire 5% de points de magie récupérés par tour. Ça reste malgré tout un accessoire relativement dispensable, donc pas vraiment un objectif de farm. Sa limite break, c'est une attaque physique en AOE qui fait... qui a un multiplicateur physique de 270% tout en ignorant la défense physique de 50%, et qui permet d'augmenter de 40% l'attaque physique et magique de tout le groupe. C'est sympa comme limite break, c'est sympa, mais bon, évidemment, la limite break d'un personnage ne fait pas le personnage, donc le plus important, c'est bien entendu tout le reste de ses capacités. Donc elle ne possède pas de magie, elle possède que des capacités spéciales et des passifs, et donc c'est un personnage un peu fourre-tout, qui a pas mal de capacités différentes, toutes plus ou moins utilitaires, mais là encore... c'est pas un perso qui pourra vraiment tirer son épingle du jeu. Donc au niveau de ses passifs, elle peut esquiver les attaques physiques dans 20% des cas, c'est toujours sympathique, mais après ses buffs de statistiques sont vraiment pas terribles du tout. Elle a un plus 20% en attaque physique, un plus 10% en défense physique et magique,
Elle a un plus 10% de points de vie, un plus 10% de MP, et bah c'est à peu près tout, voilà. Et par contre, elle a une particularité, c'est qu'elle peut porter une arme dans chaque main, mais seulement pour certains types d'armes. Elle peut porter des dagues, des fouets, des armes à projectiles et des armes à feu, voilà, en même temps. Mais elle peut pas porter naturellement 2 épées en même temps, 2 lances en même temps, ou quoi que ce soit. C'est seulement limité aux dagues, aux fouets, aux projectiles et aux armes à feu. Donc on aurait tendance à dire que bah c'est cool, ça permet d'avoir un personnage qui fera d'assez bons dégâts. Le problème c'est qu'elle a quasiment aucune capacité d'attaque physique réellement intéressante, et elle a des passifs vraiment pas terribles, juste un plus 20% d'attaque physique, c'est assez anecdotique. Parce que au final, sa meilleure attaque qu'elle obtient, c'est un coup critique avec un multiplicateur de 300% sur cible unique. C'est pas phénoménal. C'est vraiment pas phénoménal du tout. À côté de ça, elle a plein de choses utilitaires, donc comme je disais, la possibilité de se cacher entre 3 et 5 tours, des capacités de vol. Elle peut également se camoufler donc pour réduire les chances d'être pris pour cible de 50%. Elle peut utiliser des projectiles, elle peut aider le groupe à fuir les combats à 100%. Et ensuite, elle a quoi d'autre? Elle a un sort de résurrection. Pourquoi pas? Et ensuite... il me semble qu'elle a une capacité pour augmenter la vitesse de charge des limit break de toute l'équipe, donc ça c'est à la limite la chose la plus intéressante qu'elle puisse faire. Et en dernier, elle a 2 sorts assez particuliers. Donc un premier qui lui permet pendant 3 tours d'être immunisé à toutes les altérations d'état à l'exception du sommeil, et un autre sort qui lui permet de récupérer 50% de ses points de vie et de ses points de magie d'un coup, mais qui endort le perso. C'est assez original, mais pas franchement très intéressant. Voilà pour Elena. Donc là, encore une fois, c'est pas un personnage qui augmentera réellement la puissance de votre équipe, même si vous l'obtenez. Et enfin le dernier, donc qui s'appelle Ragless, un nain avec un skin assez stylé, mais c'est malheureusement un personnage qui commence 3 étoiles et qui va jusqu'à 5 étoiles, donc autant dire que dans la version japonaise, il ne sert globalement à rien. Il a tout de même une récompense de confiance assez sympathique, puisqu'il permet d'obtenir un marteau ayant 108 en attaque physique et provoquant des dégâts de terre, donc ça devient purement et simplement le meilleur marteau du jeu. De toute façon, il n'y a pas énormément de marteaux à l'heure actuelle, mais... bon, à la limite, si vous faites des tirages sur cette bannière, voilà, si vous obtenez plusieurs fois ce personnage, ça peut toujours être une arme cool à farmer, même s'il y en a, bien entendu, des bien plus intéressantes que ça. On va très rapidement passer après sur ses capacités, parce qu'encore une fois, un personnage 5 étoiles, c'est pas très intéressant dans l'état actuel des choses. Et sa limit break permet de faire des dégâts physiques en AOE, et également la particularité d'infliger confusion, même si beaucoup d'ennemis sont immunisés à cette altération d'état. Et ensuite, évidemment, il a pas mal de sorts liés à la terre. Il a également naturellement une résistance de 30% à la terre. Il a 2 petits passifs, donc un plus 10% d'attaque physique et un plus 20% de points de vie. Il a Power Break et Armor Break, donc 2 sorts de debuff pour l'attaque physique et la défense physique, mais qui ne sont pas très intéressants, puisque c'est juste un debuff de 15%. Et au final... sa meilleure attaque, c'est le dernier sort qu'il obtient au niveau 80, qui est un sort qui fonctionne de manière un peu aléatoire. C'est qu'en gros, quoi qu'il arrive, le sort fera une AOE physique avec un multiplicateur de 180%, mais cette attaque a certaines chances de faire davantage de choses, notamment diminuer de 50% la résistance à la terre. Elle aura également une chance de diminuer de 45% la défense physique et magique, ou bien encore d'ignorer de 50% la défense.
Donc c'est une attaque qui peut frapper assez fort si on a de la chance, mais encore une fois, bah voilà, c'est de la chance. C'est que dans 15% des situations, la meilleure version de cette attaque. Et à côté de ça, il a lui aussi la version du champ que possédaient les deux elfes, mais dans une version amoindrie, c'est-à-dire au lieu de faire l'effet plus ou moins d'un Kuraja, ça fera l'effet plus ou moins d'un Kura, donc un soin plus, et ça ne redonnera qu'environ 5 MP par tour. Donc autant dire quelque chose de très très anecdotique. Voilà pour ces 4 personnages. Elle est assez décevante cette bannière, je dois bien dire. Alors par contre, petite chose intéressante, c'est que cette bannière avec les persos originales de Brave Exvius est arrivée en même temps qu'une autre bannière qui remet sur le devant de la scène Ramza, Delita, Agrias, Tilis, Mustadio et Ludmilla. Donc ça c'est limite plus intéressant en fait que la bannière avec les nouveaux personnages, tout en sachant qu'à chaque fois que vous faites un tirage sur cette bannière, vous obtenez en cadeau 3 Star Quartz. C'est toujours ça de prix. D'ailleurs, si j'obtiens quelques tickets d'ici la fin de l'event, je me dis que ça pourrait valoir le coup de faire 1 ou 2 tirages, au moins, qui sait, pour avoir Tilis. Ça pourrait être sympathique. Et puis des Star Quartz au passage, c'est jamais de refus. Voilà, donc comme j'ai dit, je n'ai récupéré aucun de ces nouveaux personnages, donc je ne pourrai pas vous en faire une démonstration au cours d'un combat. Je le déplore, mais encore une fois, j'estime que c'est des personnages hautement dispensables, ce n'est pas la peine de dépenser ses lapis pour cette bannière, donc c'est ce que j'ai fait. Et je préfère essayer d'en stocker un peu plus pour les prochaines bannières, tout en sachant que l'anniversaire des 1 an du jeu sur la version japonaise approche à très grands pas, et que les cadeaux que les développeurs pourraient nous offrir dans les jours ou les semaines à venir seront sans doute bien plus intéressants que cette bannière-là. Donc je préfère économiser. Sur ce, je vous fais des bisous moustachus à toutes et à tous, et je vous dis à une prochaine vidéo qui devrait arriver dans pas très longtemps, puisque je dois également vous parler des nouvelles upgrades pour certains anciens personnages. Et il y a des choses à dire à ce sujet. Sur ce, à la prochaine.